Je crois qu'il y a eu deux niveaux en fait. Il y a eu le rapport Pébro qui est sorti il y a quelques années, qui avait déjà sensibilisé l'opinion publique à la question de la dette. Alors c'est vrai que ça restait une question relativement technique, et je dirais même technocratique, mais enfin il n'empêche que on avait quand même essayé de mettre la dette dans le débat public et ça avait quand même pas mal fonctionné puisque les médias avaient pas mal parlé de ce rapport à l'époque. Donc Jacques Chirac était encore président de la République hein, et il s'agissait du gouvernement Raffarin et Thierry Breton était ministre de l'économie. Et il y a eu un deuxième stade qui est bien entendu celui de la crise, où les gens ont entendu parler de la valse des milliards d'euros. Alors d'ailleurs, c'est pas toujours maîtrisé, mais le sentiment qu'ont eu les gens, c'est qu'on avait fait des plans de relance, que c'était sans doute justifié, et je pense que ça l'était, mais que ces plans de relance ont considérablement accru la dette publique. Et aujourd'hui, moi je le vois bien, puisque je fais des conférences un peu partout en France, et partout, on me parle de la dette publique. Alors c'est plus ou moins maîtrisé, on confond déficit public, dette publique, déficit extérieur, parfois. Bon, mais en tout cas, il y a quand même cette prise de conscience que l'État est un agent économique qui s'est énormément endetté, qu'il doit rembourser cette dette et que ça peut poser un certain nombre de problèmes. Et ça, c'est relativement nouveau. Et moi, je pense, alors je peux me tromper, hein, là je suis sur un terrain qui n'est pas tout à fait le mien, mais il me semble que ce sera un thème de débat pour la prochaine élection présidentielle. Ce qui est nouveau, et ça je crois que les partis politiques n'en ont pas encore tout à fait conscience. En tout cas, les deux grands partis politiques que sont l'UMP et le Parti socialiste. Le Parti socialiste continue de demander toujours plus de relance, alors qu'à mon avis, il faut plutôt commencer à retirer progressivement les plans de relance. Quant à l'UMP, en tout cas, quant à l'Élysée, pour l'instant, la question de la dette ne fait pas partie de leur sujet. Le débat politique, pour l'instant, donne un peu cette impression-là. Alors, si je schématise, hein, si je caricature, mais je dirais qu'il y aurait la position de gauche qui viserait à augmenter les impôts et la position de droite qui viserait à diminuer les dépenses publiques. En réalité, je ne pense pas qu'on ait un choix aussi clair. Pour une raison simple, c'est qu'il me paraît compliqué d'augmenter les impôts. Et quand je dis ça, ce n'est pas du tout une prise de position idéologique. Hein, mais quand je regarde aujourd'hui les prélèvements fiscaux en France, je me rends compte qu'ils sont relativement élevés. Ils font quand même partie des plus élevés dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Et si on regarde impôt par impôt, finalement, on voit mal quel type d'impôt on pourrait augmenter suffisamment pour pouvoir bénéficier de recettes publiques supplémentaires de façon significative. On peut augmenter la CSG, CRDS, mais je veux dire, ce ne sera pas suffisant pour régler, bien entendu, le problème de la dette publique. Il est difficile d'augmenter les impôts qui pèsent sur les entreprises parce que, qu'on le veuille ou non, la France évolue quand même dans un contexte de concurrence fiscale, de compétition fiscale. On a des pays autour de nous qui sont relativement attractifs, y compris l'Allemagne, hein, qui a baissé sa fiscalité sur les entreprises. Donc c'est très compliqué d'augmenter les impôts sur les entreprises. Et quand je regarde rationnellement la panoplie des prélèvements fiscaux et sociaux qu'on peut augmenter ces prochaines années, j'en vois qu'un en réalité, c'est la TVA. Parce que la TVA repose sur une base fiscale qui est pas délocalisable, hein. La consommation, si la TVA augmente en France, on ne va pas aller consommer dans un pays étranger. Et en même temps, on voit bien toutes les difficultés politiques que ça pose. Quand le gouvernement a essayé de mettre sur la table, le gouvernement actuel a essayé de mettre sur la table l'idée d'une TVA sociale, peu après l'élection présidentielle, on voit bien que l'idée n'est pas passé auprès de l'opinion publique. Et là, ce qu'il s'agirait de faire, c'est une TVA pas sociale, hein, c'est-à-dire augmenter la TVA tout simplement pour récupérer des recettes fiscales. Donc politiquement, ça me paraît extrêmement compliqué. À l'inverse, je pense qu'on a une marge de manœuvre pour diminuer la dépense publique en France. Et là encore, je n'en fais pas du tout un élément idéologique, mais si on compare par rapport aux grands pays de l'OCDE, on se rend compte qu'on est le pays qui a la dépense publique la plus importante par rapport à la taille de notre économie, hein, puisque la dépense publique en France représente à peu près 55% du PIB, donc c'est très important. Donc on a des marges de manœuvre pour diminuer la dépense publique, on a très peu de marge de manœuvre pour augmenter les prélèvements fiscaux. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des augmentations d'impôts ces prochaines années. Très certainement, on pourra jouer sur tel ou tel prélèvement fiscal. Prélèvements sociaux, c'est plus compliqué, mais sur les prélèvements fiscaux, c'est possible. Mais ce ne sera pas suffisant. Et à mon avis, le gros du travail, ce sera plutôt de diminuer la dépense publique. Diminuer la dépense publique, ce sera de toute façon extrêmement difficile parce qu'on s'est habitué à une dépense publique élevée. Et il y a une sorte d'addiction française à la réduction de la dépense publique. Alors, cela dit, je pense qu'il y a plusieurs stades dans la réduction de la dépense publique.
Il y a une partie de la dépense publique qu'on peut réduire de façon relativement indolore, hein. C'est ce que j'explique dans la note. Il y a deux moyens de faire. D'une part, la mutualisation, c'est-à-dire mettre en commun un certain nombre de dépenses qui aujourd'hui sont effectuées par plusieurs ministères. Alors l'État français avance, hein, sur ce dossier, mais on peut encore aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est relativement indolore. Sauf bien entendu pour les ministères qui sont concernés où c'est toujours un peu compliqué. Mais enfin, ça se fera et l'opinion publique ne se rendra quasiment pas compte. La deuxième chose, c'est l'externalisation. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Ça consiste à se dire qu'est-ce que fait l'État aujourd'hui qu'il pourrait déléguer au secteur privé. Si on regarde l'externalisation en France, on se rend compte qu'on est plutôt en retard par rapport aux autres pays européens. Alors il ne s'agit pas d'imiter les autres pays européens pour le plaisir de les imiter, mais ce qu'on voit, c'est que très certainement, on peut récupérer quand même plusieurs milliards d'euros par an en allant un petit peu plus loin en matière d'externalisation. Le ministère de la Défense le fait, par exemple, en France, hein, est pionnier sur ce type de questions. Alors avec des succès divers, hein, donc il faut externaliser ce qui peut l'être et puis il ne faut pas tomber dans l'idéologie de l'externalisation comme a pu l'avoir le secteur privé à certains moments ces dernières années, parce qu'on peut avoir des pertes de qualité et en matière de service public, il faut faire très attention à ça, mais là encore, on peut récupérer un certain nombre de milliards d'euros. Alors, après se pose la grande question de la baisse des dépenses liées à la sécurité sociale, c'est-à-dire, pour faire vite, les retraites et la branche maladie. Alors là, c'est très compliqué, et là, ça passe bien entendu par un débat national, le véritable sujet, en réalité, étant celui de la maladie. Concernant les retraites, on sait à peu près à quelle sauce on va être mangé, c'est-à-dire qu'on va cotiser plus longtemps, on va travailler plus longtemps et on va essayer de trouver des dispositifs, cumul, activité, retraite. C'est un peu ce vers quoi tend le dispositif de l'auto-entrepreneur. On peut être à la retraite et travailler un peu en même temps. Bon, bref, on voit à peu près ce qui va se passer ces prochaines années. La maladie, pas du tout. La maladie, on n'a pas eu de débat. C'est très compliqué parce qu'on touche à l'hôpital, à la santé publique. Donc ce sont des sujets qui nous affectent tous à titre personnel, mais il faudra avoir ce débat. Et puis, il y a un autre débat qu'on peut éventuellement avoir, mais à mon avis, ce n'est pas la priorité, mais c'est un débat qui porterait sur les missions de l'État. Qu'est-ce que l'État doit faire et ne pas faire? Mais ça, je dirais que c'est à plus long terme, mais avant d'en arriver jusque-là, on peut déjà se concentrer sur la mutualisation, sur l'externalisation, sur la réforme de la sécurité sociale. Et déjà, on a du grain à moudre pour ces prochaines années et on a largement de quoi diminuer la dépense publique. La France est le seul pays, finalement, dans les pays européens, qui n'a pas réduit sa dette publique ces dernières années. Dans quasiment tous les pays qu'on a regardés, y compris des pays comme l'Italie, hein, qui peuvent sembler ne pas être très rigoureux en matière de gestion des finances publiques, mais même en Italie, on a connu des épisodes de diminution de l'endettement public. Pas sur la période récente, pas pendant la crise, hein, bien évidemment, mais avant. La France, elle, n'a jamais connu ça. Un tout petit peu quand Thierry Breton était ministre de l'économie, c'était l'époque du rapport Pébot, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais je dirais que c'était très peu significatif. Donc les pays européens, et c'est vrai aussi du Canada ou même des États-Unis, ont réussi à diminuer leur endettement public pendant un laps de temps plus ou moins long. Ça ne s'est pas forcément traduit par une hausse des prélèvements obligatoires. Ça, je crois que ça vaut la peine d'être rappelé. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement avoir une baisse de l'endettement public et une stabilisation, voire une légère baisse des prélèvements obligatoires. Souvent, ça a été lié à une croissance économique relativement forte. Alors, il ne faut pas compter là-dessus ces prochaines années, parce qu'on ne l'aura très certainement pas, hein. La crise a quand même abîmé notre appareil productif, donc on aura une croissance économique plutôt lente. En revanche, ça passe en règle générale par une diminution de la dépense publique. Et tout ce dont j'ai parlé concernant la France, les pays qui ont réussi à diminuer durablement leurs dépenses publiques l'ont fait, c'est-à-dire la mutualisation, la rationalisation des dépenses de l'État et des ministères. L'externalisation, il y a des pays qui sont très en pointe sur ce sujet, le Royaume-Uni par exemple. Et puis très certainement un point qui est moins souvent évoqué, mais qui est la territorialisation d'un certain nombre de dépenses. Ça, c'est quelque chose qu'on voit mal en France, et malheureusement d'ailleurs à mon sens, mais la politique économique actuelle va plutôt dans le sens inverse, mais je dirais que plus les dépenses publiques sont près du citoyen, plus elles sont territorialisées, mieux elles sont contrôlées. Je le dis parce qu'en ce moment, on a un peu tendance à vouloir recentraliser la dépense et surtout les recettes. Je fais allusion bien entendu à la réforme de la taxe professionnelle. Et en réalité, ce que montre l'expérience européenne, c'est qu'il faudrait sans doute plutôt faire l'inverse.